Donc là, effectivement, on parle de thérapie génique, on parle de vecteur de type AAV, c'est un vecteur dérivé d'un virus adéno-associé. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques de ces virus, mais en tout cas, ce qu'il faut savoir pour cette présentation en particulier, c'est que c'est un vecteur qui n'est pas intégratif, donc il reste à côté euh, du génome de la cellule, qui est capable de rentrer efficacement dans les cellules hépatiques et qui donne une stabilité à long terme. En fait, ça a été prouvé pour des dizaines d'années pour des cellules qui ne prolifèrent pas ou qui prolifèrent très lentement. Donc, voilà, je vous montrerai le résultat positif d'un essai clinique en cours en France et dans des autres pays en Europe. Mais en tout cas, ce n'est pas la seule expérience qu'on a sur ces vecteurs. En fait, il y a une grosse expérience sur ces vecteurs à tout niveau, et préclinique dans la souris, à partir de la souris jusqu'aux gros animaux, et clinique avec beaucoup d'essais cliniques, de produits de thérapie génique pour le foie approuvés, et voilà, et toute une long-term follow-up, donc une persistance à long terme qui a été démontrée. Donc voilà les deux choses qu'on va parler. Donc moi je vais parler de l'exemple de thérapie génique sur la maladie de Crigler-Najjar. Et après, Antoine va montrer un peu ce qui sont les limites actuelles de la thérapie génique avec un exemple sur une maladie qu'on traite actuellement dans les laboratoires qui est la glycogénose de type 3. Donc pour la maladie de Crigler-Najjar, j'imagine que vous avez dû la rencontrer, même si elle est très rare. Mais c'est quand même assez connu. Donc c'est une forme de jaunisse, une jaunisse qui se manifeste en fait à l'âge néonatal, mais après ça disparaît pas avec l'âge parce que c'est dû à une mutation d'un gène, donc le GT1E1. C'est un gène qui en fait fait la dégradation, participe à la dégradation de la bilirubine. Donc la thérapie classique, c'est celle-là qu'on utilise normalement en clinique, donc c'est la photothérapie pour la jaunisse néonatale. Et la seule différence, c'est qu'en fait, c'est pour toute la vie et les patients, ils arrivent à être traités 10 à 14 heures. Donc, pour des néonates, ça va, 10-14 heures normalement. Certains néonates, ils dorment 10 heures. Mais par contre, pour des adultes ou pour des adolescents, vous comprenez que c'est assez contraignant et ils sont toujours au risque d'avoir des augmentations soudaines de bilirubine qui est mortelle en fait. Elles peuvent entraîner une forte toxicité au système neurocentral et aussi la mort. Le seul vrai traitement, c'est la transplantation hépatique. Ça, c'est curatif. Ça, c'est la partie bien, c'est que effectivement, les patients transplantés, ils sont normaux. À part le fait qu'ils doivent bien sûr avoir des traitements immunosuppresseurs à vie. Donc, pour la thérapie génique, là, il y a une animation, mais on va faire rapidement. Pour la thérapie génique, donc, on utilise un vecteur de type AAV. Donc, l'idée, c'est d'aller directement dans la cellule, dans l'hépatocyte, qui a besoin de cette enzyme pour détoxifier la bilirubine. Et donc, on va chez l'hépatocyte, on rétablit le gène qui fonctionne et on aura une élimination de la bilirubine normale. Voilà. Donc ça, c'est parti, ça fait longtemps. Ça, c'est bien parce que ça, c'est mes données quand j'étais un postdoc dans l'équipe. Et ça, c'est des données obtenues sur un modèle de rat. En fait, la partie intéressante, ça c'est ce qu'on appelle en thérapie génique une étude de dose. Donc, on cherche la dose efficace. Mais ce n'est pas le fait qu'on a, à l'augmentation de la dose, on a une augmentation de l'expression de la protéine qui est intéressante, je trouve. Mais ce que je trouve intéressant, c'est ici, en fait, c'est que donc, ça, c'est les niveaux de bilirubine qu'on a chez les rats, donc, qui ne sont pas traités. Et quand on traite à une dose faible, en fait, ce qu'on voit, c'est que la bilirubine, elle baisse, mais après, elle revient à la normale. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a vu aussi chez les patients, je vous montrerai après. Alors que quand on a une dose efficace, donc on monte avec l'expression de transgène et comme ça, on a une baisse pratiquement à zéro de la bilirubine et après, la bilirubine reste stable. Là, il y a une période de 50 jours, mais on a aussi des données, par exemple, il me semble que c'est 1 an et 2 mois en fait de vie, donc une grosse partie de la vie d'un rat pour lequel on a de la stabilité d'expression de transgène. Donc
tout ça, justement, c'était parti en 2006. Donc, les premières preuves d'études, les premières preuves de concept, en fait, ont été faites en 2006. Donc, la possibilité d'utiliser un AAV pour traiter la maladie de Crigler-Najjar. En 2012, donc, nous, on a repris dans l'équipe le projet et ça a pris bien 6 ans encore pour avoir un essai clinique. Donc, c'est un essai clinique qui inclut en gros, 3 centres. Une en France, donc c'est Beckler, c'est Philippe Labrune qui est le coordinateur de ces essais cliniques. Et après, il y a l'Italie et l'Hollande aussi. Et la chose intéressante, c'est aussi qu'on a eu le financement donc pour une maladie si rare que ça, c'est assez intéressant. On a eu un gros financement de la communauté européenne. Donc, c'est un grant que je co-coordonne avec le Geneton et donc qui finance une partie de cet essai clinique qui, il faut le dire, c'est assez coûteux. Donc, ça, c'est l'essai clinique. Donc, il n'y a pas grand-chose à dire, sauf qu'on a 2 doses. Donc, on part d'une dose entre guillemets faible, mais que nous, on pensait pouvait être efficace. Et après, on monte en dose donc, jusqu'à... bon, les nombres, on peut dire 2 et 5, mais bon, les nombres, après, c'est des nombres. Et bien sûr, ce qu'on veut voir en termes d'efficacité, c'est une phase 1-2. Donc, on va voir la safety, bien sûr, mais on va voir aussi l'efficacité. Et on fera ça, en fait, on verra l'efficacité en enlevant la photothérapie à la semaine 16. Donc, ça, c'est l'efficacité. On compte avoir gardé, en fait, les niveaux de bilirubine bas sans photothérapie, en fait. Donc, c'est pas la bonne version. C'est pas grave. C'est pas la bonne version, mais c'est pas grave. L'autre version avait les mêmes données sans problème, mais en couleur, donc ça change pas grand-chose. En gros, donc la cohorte 1, c'est un pointillé. Donc vous voyez les 2 patients à pointillé avant l'injection. Après injection, il y a une baisse pour le 2, un pointillé. Mais ce qui se passe, en fait, c'est ce qu'on voyait chez les rats. Donc, c'est intéressant parce que le modèle, en fait, reproduit bien ces phénotypes-là. Après l'injection, donc, on n'a pas assez d'expression de transgène. Et ce qui se passe, c'est que, en fait, ça remonte et ça revient au normal. Donc, ces 2 patients-là, en fait, ils n'ont pas interrompu la photothérapie et voilà, ils sont pas, malheureusement, elles n'ont pas été traitées. Mais il n'y avait pas de problème de aucun souci de safety. Donc, on a continué, on a augmenté la dose, comme on a fait chez les rats, en gros. Et vous voyez en noir là les 3 patients. Donc, ça, c'est le niveau de bilirubine avant traitement. Ces patients-là, ils sont sous photothérapie. Donc, pour contrôler ces niveaux de bilirubine, il faut la photothérapie. Après traitement, là, ils sont encore sous photothérapie, mais la bilirubine, elle baisse. Elle descend jusqu'à des niveaux de 50 à 100. Ça, c'est les niveaux qu'on obtient. À ces stades-là, les cliniciens, ils ont jugé safe, en fait, d'interrompre la photothérapie. Ils ont interrompu la photothérapie en semaine 16. À semaine 17, en fait, c'est le endpoint. Bon, voilà. Mais à semaine 24, on a encore des niveaux de bilirubine qui sont baissés. Donc, ces patients, on les a suivis. Là, il y a un papier en cours de publication sur New England. Donc, ces patients, on les a suivis sur New England. Il y aura les données jusqu'à 80 semaines. Donc, la bilirubine remonte légèrement après l'interruption de la photothérapie. Ça, c'était totalement inattendu. Ça prend du temps, en fait, à remonter, mais ça remonte jusqu'à une seuil de 100, 150, entre 100 et 150. Et après, ça se stabilise. Et là, on le suit à long terme. Parce que, bien sûr, le problème majeur de tout un essai clinique de ce genre-là, c'est de démontrer qu'on a une stabilité, une efficacité à long terme. Donc, sur 5 ans, 10 ans et plus, on espère. Voilà. Voilà, là il y a aussi la photo. Bon, bah, c'est bien à voir en fait qu'il y a aussi d'un point de vue de l'efficacité, c'est assez simple à voir. Ça, c'est une chose importante pour des essais cliniques parce qu'en fait, la peau de ces patients et les yeux, en fait, les blancs des yeux, en fait, il est jaune et ça se voit très carrément qu'il y a une bonne baisse de la bilirubine. Et donc ça, c'est la partie positive, voilà. Mais là, on est des chercheurs, donc nous, on s'intéresse surtout aux limites en fait de la thérapie génique où on ne peut pas en fait aller avec un vecteur de type AAV et qu'est-ce qu'on peut faire pour surmonter ces limites. Et là, je laisse la parole à Antoine. Merci. Voilà, donc moi, je vais vous parler donc plutôt de l'application de la thérapie génique à des maladies qui ont une atteinte hépatique chronique en prenant l'exemple de la glycogénose de type 3. Donc en fait, la problématique avec les maladies hépatiques chroniques, c'est que du coup, il y a une destruction chronique des hépatocytes avec une prolifération compensatrice des hépatocytes voisins et
comme notre vecteur AAV il n'est pas intégratif, il y a un risque au fur et à mesure de la prolifération que l'effet soit perdu par dilution du vecteur. La deuxième chose, c'est qu'il y a de la fibrose dans ces maladies et que la fibrose a été montrée, notamment quand elle est sévère, comme dans les cholestases familiales, ça peut gêner la transduction du foie par les AAV, possiblement parce que ça fait une espèce de barrière entre le sinusoïde et les hépatocytes. Et la dernière chose, c'est que ces maladies, elles ont souvent des tumeurs. Et ça, c'est un problème parce que si on veut prévenir l'occurrence des tumeurs, il faut probablement corriger la quasi-totalité des cellules, puisque même quelques cellules non corrigées, elles peuvent toujours devenir des tumeurs si l'anomalie elle est intrinsèque à la cellule. Et l'autre chose, c'est que c'est des maladies qui sont souvent sévères et souvent à l'âge pédiatrique. Et si on veut traiter des enfants, on a une difficulté supplémentaire qui est que l'enfant grandit, son foie aussi, et donc il y a une prolifération hépatique qui va conduire potentiellement à une dilution du vecteur, comme il est non intégratif. Il faut bien noter que tout ça, ça n'est un problème que parce qu'on n'est pas capable aujourd'hui de réinjecter l'AAV une deuxième fois. Parce qu'après une première injection, on a une immunisation à des taux d'anticorps neutralisants très élevés qui va empêcher toute réadministration. Mais en fait, quand on parle de maladies hépatiques chroniques, on parle d'un groupe de maladies qui sont extrêmement hétérogènes, avec une sévérité qui est variable. Et j'ai représenté en bas de la diapositive une frise avec les différentes maladies pour lesquelles il y a des essais de thérapie génique chez l'animal ou chez l'homme. Et on voit qu'à une extrémité du spectre, ici, on a des maladies qui ne sont pas des maladies hépatiques chroniques, comme l'hémophilie, ou des maladies du métabolisme, comme Crigler-Najjar, la maladie qui a été présentée précédemment, où le foie est entre guillemets sain, c'est-à-dire sans fibrose, sans prolifération. Et à l'autre extrémité du spectre, on a des maladies comme les cholestases familiales, qui sont des maladies avec une cirrhose souvent précoce, avant l'âge de 10 ans, avec une prolifération très importante. Et il est probable que, comme il va falloir traiter ces enfants à l'âge pédiatrique, probablement qu'on n'y arrivera pas avec un vecteur AAV. Mais on voit aussi qu'il y a des maladies qui sont intermédiaires, et c'est le cas par exemple de la glycogénose de type 3. Et il faut aussi noter qu'il y a d'autres maladies, comme la maladie de Wilson ou la tyrosinémie de type 1, qui sont des maladies aussi très sévères, mais pour lesquelles il existe un traitement qui peut ralentir la progression de la maladie. Et donc, on peut se poser la question de savoir si pour ces malades, en réduisant la fibrose et en réduisant la prolifération, est-ce qu'on ne peut pas les rendre accessibles à un traitement par thérapie génique? Et en fait, il y a un essai clinique en cours chez l'adulte pour la maladie de Wilson avec un vecteur AAV, pour lequel il n'y a pas encore de résultats publiés. Mais donc nous, on s'est concentré surtout sur la glycogénose de type 3 parce que c'est une forme un peu modérée d'atteinte hépatique chronique. Donc c'est une maladie du métabolisme du glycogène liée à un déficit dans l'enzyme débranchante du glycogène, ou GDE. Et en fait, c'est une enzyme qui permet de convertir le glycogène en glucose et qui permet au foie de maintenir la glycémie. Et en fait, quand on n'a pas de GDE, on accumule du glycogène dans le foie et dans les muscles. Et du coup, il y a des hypoglycémies précoces dans l'enfance avec une élévation des transaminases, une atteinte hépatique chronique avec de la fibrose qui est surtout chez les patients adultes. Et puis, ils ont surtout une atteinte cardiaque et musculaire dont je ne parlerai pas aujourd'hui, mais qui est leur principal problème à l'âge adulte. Et en fait, quand on parle de l'atteinte hépatique de la GSD3, en fait, il y a peu de publications récentes, mais quand on regarde quand même, il y a néanmoins des dommages hépatiques chroniques avec des enfants qui ont une élévation des transaminases depuis très tôt dans la vie et de l'inflammation sur les biopsies. Il y a aussi une fibrose, parce que par exemple, sur une étude de 13 biopsies, tous les patients avaient une fibrose de F2 à F4, y compris des patients plutôt très jeunes, comme 11 mois ou 9 mois. Et dans une étude adulte, il y a quand même 40% des patients qui ont une cirrhose et 30% qui ont une hypertension portale. Et enfin, c'est des patients qui développent des tumeurs de type CHC, mais principalement à l'âge adulte et souvent très tard, dans la littérature plutôt autour de 45 ans, 50 ans. Et nous, ce qui est bien, c'est qu'on a un modèle de souris de la maladie qui récapitule exactement ce phénotype avec une élévation des transaminases, une fibrose que vous pouvez voir en bas marquée par le rouge Sirius sur les souris KO par rapport aux souris saines qui n'ont pas de fibrose. Et enfin, les souris développent des tumeurs après 1 an et demi de vie. Et donc, on a développé une approche de thérapie. On a le bon modèle pour tester une approche de thérapie génique. Donc, on a développé un vecteur sur le même modèle de ce qui a été fait pour la maladie de Crigler-Najjar. Et ce vecteur va permettre de réexprimer GDE dans le foie après injection intraveineuse et de corriger la glycémie des animaux, qui est notre marqueur d'efficacité. Donc, pour commencer, on a traité des souris de 6 mois, qui sont des souris adultes, qui présentent déjà une fibrose constituée. On injecte les souris par voie intraveineuse avec le vecteur, on les suit pendant 9 mois et on vérifie, on fait des prélèvements sanguins réguliers pour vérifier la correction de la glycémie.
Et donc là, vous voyez l'évolution de la glycémie. En noir, ce sont la glycémie des souris saines qui est normale. En rouge, la glycémie des souris malades qui est basse. Et en bleu, la glycémie des souris traitées. Et donc, on voit une normalisation progressive de la glycémie environ à 2 mois après l'injection. Mais en fait, on voit qu'il y a une perte de la correction progressivement avec le temps. Et à 9 mois, il n'y a plus de correction. Et quand on regarde l'expression de GDE dans le foie des animaux, on voit que 9 mois après injection, il n'y a plus de GDE, donc c'est logique qu'il n'y ait plus de correction. Et ce qu'on pense, c'est qu'on n'a pas corrigé la totalité de la prolifération, et donc il y a de la prolifération à bas bruit qui va conduire à la perte de correction progressive. Donc ensuite, on a essayé de traiter des animaux plus précocement, donc des souris de 6 semaines, donc c'est quand même des souris adultes pour lesquelles le foie a fini de grandir, mais elles n'ont pas encore de fibrose. Et on a traité et on les a suivis de la même façon. Et quand on voit la glycémie, vous voyez en bleu, la glycémie, elle se normalise à partir de 1 mois après injection et elle se maintient globalement en moyenne sur toute la durée de l'étude. Mais quand on regarde précisément la glycémie à la fin du protocole, à 9 mois, donc vous voyez sur la droite, c'est la barre en bleu, vous voyez que c'est très hétérogène. Et en fait, si on regarde bien, il y a 5 animaux sur 8 qui ont une glycémie normale et il y a 3 animaux sur 8 qui ont perdu la correction quand même, malgré qu'ils aient été traités plus précocement. Et ça, je pense qu'on le voit mieux sur le Western blot qui montre l'expression de GDE dans les foies des animaux traités. On voit bien qu'il y en a 5 qui expriment très bien GDE et 3 qui ne l'expriment pas du tout. Et ça corrèle avec la correction avec la glycémie. Évidemment, celles qui expriment GDE ont la glycémie qui est corrigée. Et inversement, celles qui ne l'ont pas perdu, elles ont perdu la correction. Et c'est pour finir ce qu'on voit aussi au niveau de l'histologie. Donc ici, vous avez juste l'histologie des souris saines, donc sans fibrose, et l'histologie des souris malades avec une fibrose sur le rouge Sirius. Et en fait, les souris traitées, elles vont se répartir en 2 groupes en fonction de si la glycémie est corrigée ou pas. Donc les souris qui ont une glycémie corrigée ont une histologie hépatique qui est sensiblement normale. Par contre, les souris qui ont perdu la correction au cours du temps, en fait, on observe une récidive de la pathologie avec une fibrose qui est très proche de celle des animaux malades. Donc voilà, ce qu'il y a à retenir, c'est que même en traitant précocement, on n'arrive pas à corriger la totalité des animaux sans qu'on comprenne bien pourquoi il y ait des souris chez qui ça marche et il y ait des souris chez qui ça ne marche pas. Et donc pour conclure, donc nous, on vous a présenté un peu, d'une part, les succès de la thérapie génique utilisant des AAV pour traiter des maladies qui touchent le foie. Et ces succès, ils sont principalement aujourd'hui dans les maladies héréditaires du métabolisme et dans l'hémophilie. Et il n'y a pas que la maladie de Crigler-Najjar, il y a d'autres essais qui sont prometteurs, qui sont en cours. Après, il y a des difficultés spécifiques quand on cible des pathologies avec une atteinte hépatique chronique, avec prolifération et fibrose, a fortiori si on veut traiter des enfants, du fait de la dilution du vecteur avec le temps. La dernière chose, c'est que probablement qu'il faut traiter précocement avant qu'il y ait trop de fibrose. Et donc, cette thérapeutique dans les maladies hépatiques chroniques, elle est probablement possible en utilisant des AAV dans des pathologies plutôt modérées, comme la GSD3, où l'atteinte est surtout à l'âge adulte, ou quand c'est des maladies qui ont un traitement capable de ralentir l'évolution, comme par exemple la maladie de Wilson. Par contre, dans les pathologies les plus sévères, et par exemple les cholestases familiales qui nécessitent un traitement à l'âge pédiatrique, il est probable qu'on n'y arrive pas avec une thérapie génique avec des AAV uniquement. Et il va probablement falloir essayer de combiner cette approche avec d'autres approches, par exemple des médicaments qui ralentissent la maladie ou qui ralentissent la fibrose, et où ce n'est pas forcément, on va dire, exclusif, aussi des approches intégratives. Par exemple, il y a des approches de l'antivirus qui sont en cours d'évaluation chez l'animal pour que le génome s'intègre dans les hépatocytes et qu'on essaye de réduire au moins la perte d'expression avec le temps liée à la prolifération. Et là-dessus, je voudrais remercier tous ceux du labo et en premier Giuseppe qui participent avec moi sur mon projet de thèse sur la glycogénose type 3. Et puis, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Merci et bravo, vous aurez une très belle thèse. Et puis c'est un bel espoir pour les patients aussi, merci. Alors, est-ce que vous avez des... Oui, Thomas ? Oui, Antoine, merci. Juste pour l'application des AAV8 pour les cholestases graves type PFIC3, finalement, il y a un papier récent là, qui montre de Gloria Gonzalez qu'il y a une nouvelle approche qui permettrait de rendre les souris
plus sensible à une réinjection d'AAV8, donc je voudrais déjà avoir votre avis là-dessus, premièrement, et deuxièmement, finalement, une PFIC3 où on a un déficit de MDR3 et une PFIC2 où on a un déficit de BICEP, on n'a peut-être pas besoin de corriger une fraction plus importante des hépatocytes, en tout cas dans le cadre d'une sécrétion de phospholipides, à la différence d'une sécrétion de sel biliaire, parce que le déficit est certainement moindre pour lorsqu'on accumule des phospholipides versus des acides biliaires. Donc, est-ce qu'il y a potentiellement un avenir pour les AAV, pour en tout cas la PFIC3, peut-être pas la PFIC2, mais en tout cas la PFIC3? Je pense que déjà pour les PFIC, il y a un problème spécifique, c'est que le modèle murin, il est quand même moins sévère. Enfin, la plupart des modèles murins, ils sont quand même moins sévères que les patients, notamment par exemple pour la PFIC2. Donc déjà, les modèles murins, ils ne sont pas forcément faciles à corriger. Donc l'application après aux patients risque d'être plus compliquée. Mais la deuxième chose, c'est que effectivement, probablement que pour la PFIC3, pour rétablir la sécrétion des phospholipides, par exemple, peut-être que exprimer le transgène uniquement dans une partie des hépatocytes, ça va suffire à corriger la sécrétion. Mais si on n'a pas, entre guillemets, si localement il y a de la prolifération dans d'autres régions du foie, le risque c'est que, je pense comme ce qui se passe dans la glycogénose type 3, ces foyers de prolifération, ils vont continuer à proliférer, à faire un environnement un peu mitogène. Et les cellules qui ont beau être corrigées, si elles reçoivent un signal de prolifération, elles vont se diviser et donc on risque vraiment la perte de correction avec le temps. Après, effectivement, il y a le papier de Gloria Gonzalez où ils ont montré qu'en co-injectant un AAV avec des traitements immunomodulateurs, on pouvait réduire entre guillemets, l'immunisation par AAV et donc réduire les anticorps neutralisants et peut-être du coup permettre une réinjection du vecteur. Et ça, effectivement, chez les modèles animaux, ça marche assez bien. Je pense qu'il faut voir si ça va marcher chez des patients pour voir si c'est applicable. Parce qu'effectivement, dans ce cas-là, si on pouvait réinjecter indéfiniment un AAV, ben, forcément, là, entre guillemets, la prolifération, ça changerait moins la donne parce qu'on pourrait toujours réinjecter, même tous les 2 ans, un vecteur. Mais je pense qu'aujourd'hui, ça, c'est illusoire, à mon avis, vu ce qu'on sait faire aujourd'hui. Après, dans 10 ans, on ne sait pas. Chez les patients, on ne réinjecte pas des AAV? Ça, je peux prendre la question. Ça. En fait, la question des anticorps neutralisants, c'est une problématique à deux niveaux. Le premier, c'est avant injection, parce qu'il y a une partie de la population des patients qui est séropositive et qui donc il ne peut pas être injecté. Et après injection, parce que bien sûr, il y a des anticorps qui sécrètent. Alors, ce qu'on est en train de faire là maintenant, nous, notre laboratoire est à la base d'un développement d'un traitement pour ça. C'est un traitement à base de AIDS. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est une protéine bactérienne qui est utilisée dans la transplantation rénale, qui en fait enlève les anticorps, tous les anticorps. Donc, il laisse une fenêtre en fait dans laquelle on peut injecter en fait un AAV sans avoir le problème des anticorps. Et là, on a lancé récemment, c'est public là maintenant, une collaboration avec la boîte qui a créé ces médicaments-là pour aller en essai clinique sur Crigler-Najjar en fait, dans des patients séropositifs. Donc ça sera les premiers steps. Le step d'après, ça sera l'injection. Mais donc voilà, tout ce qui est possible chez les modèles animaux, c'est une chose. Tout ce qui est possible chez la clinique, c'est autre. Donc il faut voir à quoi ça ressemble. Mais voilà. Les AAV8, c'est le meilleur, j'imagine, les seuls virus pour cibler l'hépatocyte? Non, il y en a des autres. L'AAV8, disons que chez la souris, c'est les meilleurs. C'est les plus utilisés, c'est les plus connus, donc voilà, c'est facile à définir la dose. Chez l'homme, il y en a des autres, il y a même des AAV hybrides qui ont été utilisés, typiquement l'LK03, c'est présent dans certains... Mais l'AAV8, effectivement, c'est celui pour lequel on a plus d'expertise clinique. On a encore un petit peu de temps pour d'autres questions, merci beaucoup. Oui, Emmanuel? Du vecteur et finalement sa capacité à être spécifiquement intégrée par l'hépatocyte pour la AV8. On sait que et donc, est-ce que vous pouvez jouer sur la capside, par exemple, pour garder la spécificité, diminuer l'immunogénicité? Est-ce que ça, c'est des approches qui peuvent se développer? Je vais prendre ça, tu veux? Je peux prendre ça. Donc, justement, l'aspect de l'immunogénicité d'un capside dérivé de l'AAV, c'est central en vrai pour tout ce qui est thérapie génique, surtout parce que c'est connu que l'immunogénicité du vecteur AAV, elle est spécifique à l'homme.
Donc en fait, beaucoup de modèles animaux, ils ne récapitulent pas en fait ce qu'on voit chez l'homme. C'est pour ça que la preuve clinique, c'est fondamental. Donc c'est clair qu'il y a à différents niveaux ça. Donc c'est au niveau de la réponse innée, qui probablement a à voir avec aussi l'efficacité du vecteur à court terme et à long terme. Parce qu'après la réponse innée à l'AAV, la réponse innée va forcément activer la réponse adaptive. Et donc effectivement, jouer sur la réponse immune de ces vecteurs-là, c'est les nœuds en fait principal. Et donc ce qu'on fait en clinique normalement, c'est de combiner des approches immunosuppresseurs. Le résultat que vous avez vu, par exemple, l'approche immunosuppresseur, c'est basé sur une combinaison de rapamycine et corticostéroïdes. Et c'est ça qui fait que les médicaments peuvent rester à long terme dans la cellule. Mais après, c'est vrai aussi qu'il y a un avantage, c'est que il faut éviter l'activation du système immunitaire. Et après, ça sera une immunosuppression à entre guillemets court terme, dans le sens que l'idée là, par exemple, là les données que vous avez vues, ils étaient tous sous immunosuppression, les patients, mais à 1 an de l'injection, on a arrêté l'immunosuppression. Là, on a suivi pour encore, je dirais, 1 an et demi pour certains, et on a vu pour au moins 2 sur 3 qu'il y a une stabilité d'expression. Donc, non, c'est pas qu'il y a une stabilité d'expression. Ils sont encore sans photothérapie, donc l'efficacité c'est 100% quoi, d'un point de vue de l'essai clinique. Donc ce qui veut dire qu'on peut, en absence d'immunosuppression, garder l'efficacité du traitement. Mais c'est clair que c'est un virus, donc il est vu par le système immunitaire comme un virus. Donc ça, il n'y a rien à faire. Parce que les patients qui remontaient leur bilirubénémie, ils ont, on pense, fait une réaction immunitaire contre l'AAV ou vous n'avez pas parlé de ces patients qui ne répondaient pas au traitement? Non. Alors, les patients qui sont remontés, justement, pour nous, ce n'est pas un problème d'immunogénicité, c'est tout simplement que ce qu'on a vu chez les rats, en fait, ce qu'on pense, c'est un peu compliqué, mais ce qu'il y a une petite inflammation sous-jacente qui induit une prolifération des hépatocytes. Et l'intéressant, la beauté de ça, c'est qu'en fait, on la bloque en fait avec notre traitement. Je ne vais pas montrer les données d'ALT, mais la chose bien, c'est que quand on donne le traitement, la première chose qui shoot, c'est les ALT. Donc, probablement la bilirubine circulante, en fait, il a une sorte de toxicité, entre guillemets, ou induction de prolifération sur les hépatocytes, qui fait qu'on perd l'expression si on n'a pas assez s'il y a une dose qui n'est pas assez forte pour bloquer cet effet-là. Et chez les patients, c'est exactement la même chose. J'avoue que quand on a vu ça la première fois, et c'est pas nous, parce qu'il y avait un autre essai en cours chez Audentest sur UGT1A1, je me rappelle très bien, quand on a vu ça au congrès, tout le monde a dit « Oh là là, on a une réponse immune, c'est impossible, on ne va pas y arriver parce qu'on a un protocole déjà d'immunosuppression en place, on ne va pas y arriver. » Et il y a eu des médecins courageux chez nous. Audentest, il a arrêté, il a totalement arrêté. Nous, heureusement, on était académiques, donc on n'avait pas trop peur du marché, quoi. On a dit, voilà, on y va. On y est allé, et effectivement, on a montré que là, il n'y a plus de cet effet-là. En fait, on baisse, et dès qu'on baisse, les ALT, elles vont baisser, et on va rester stable. Ce qui est... c'était pas donné. Et c'était pas du tout prévu, parce que les cliniciens, ils ont dit, mais non, les ALT, ils sont normaux dans les patients alors qu'ils sont un peu élevés, mais si tu vois pas la baisse, tu dis elles sont normaux quoi, parce qu'elles sont pas trop élevées non plus. Donc là, c'est la beauté de travailler sur les maladies rares, tu vois, et voir des choses qui sont totalement inattendues.